Je suis Hugues Aufray, et pendant plus de 70 ans, j'ai gardé le silence sur ce que je savais de Jean-Philippe Smet, celui que le monde appelait Johnny Hallyday. Aujourd'hui, à 96 ans bien sonnés, je sens que le temps presse et que certaines vérités ne peuvent plus attendre la mort pour être dites. Ce que je vais raconter ici n'est pas un règlement de compte, c'est un acte de délivrance. Johnny fut mon frère de route, mon rival, mon miroir brisé, et pendant longtemps mon plus grand regret. J'ai aimé cet homme plus que je ne l'ai jamais osé le lui avouer, et j'ai souffert de lui plus que je ne l'ai jamais montré. Ces mots sont les miens, seulement les miens, portés par une voix qui tremble encore quand elle prononce son prénom. Quand on me demandait autrefois ce que je pensais de Johnny Hallyday, je répondais toujours la même chose, avec un sourire poli et un haussement d'épaules, qu'il était un phénomène, un volcan, une force de la nature. C'était vrai, mais c'était aussi une façon de me protéger. Car en réalité, dès les années 60, j'ai ressenti une forme de colère sourde à son égard. Je lui reprochais de chanter mes chansons, ou plutôt de les reprendre sans jamais me citer, de prendre ma place dans le cœur du public avec une voix plus rauque, un corps plus charismatique, une présence plus animale que la mienne. Je me souviens d'un soir de 1961, à l'Olympia, où il a interprété Santillano juste après moi. Le public hurlait, les filles pleuraient, et moi je restais dans l'ombre du rideau, les poings serrés, me disant qu'il venait de voler quelque chose qui m'appartenait. Cette colère, je l'ai gardée longtemps, comme une braise sous la cendre. Je lui en ai voulu de transformer mes complaintes cévenoles en tubes de rock, de faire hurler des stades là où je faisais seulement chanter des villages. Je lui ai reproché, en silence, d'avoir pris la lumière pendant que je restais dans la pénombre des folk singers, respectés mais jamais idolâtrés. Pourtant, au fil des années, cette colère s'est muée en une douleur plus profonde. J'ai vu Johnny s'épuiser, se brûler sa vie à 100 à l'heure, enchaîner les excès, les femmes, les cachets, les tournées infernales. Et moi, depuis ma maison du Lot, je regardais cela avec une tristesse infinie. Je lui ai écrit plusieurs lettres qu'il n'a jamais répondues, où je lui disais que je regrettais nos querelles passées, que je l'admirais malgré tout, que je voulais qu'il ralentisse avant qu'il ne soit trop tard. Il ne répondait pas. Peut-être ne les lisait-il même pas. Je crois qu'il avait peur de ce que je représentais. La douceur, la mesure, la longévité tranquille, tout ce qu'il n'arrivait pas à être, alors il fuyait, et moi, je souffrais de cette fuite. Je souffrais de le voir se détruire, de savoir qu'il souffrait lui aussi, mais qu'il préférait la douleur à la paix. J'ai pleuré le soir, où j'ai appris qu'il avait fait une chute de cheval à Marne-la-Coquette. J'ai pleuré encore quand il a annulé des concerts pour cause d'épuisement. J'ai pleuré surtout quand il a commencé à parler de sa mort comme d'une vieille amie qui viendrait bientôt le chercher. À propos de sa femme actuelle, Laetitia, j'ai longtemps gardé un silence glacial. Au début, je ne comprenais pas. Elle avait l'âge d'être sa fille. Elle venait d'un monde que je ne connaissais pas, celui des nuits parisiennes et des magazines People. Je la voyais comme une intruse, une jeune femme ambitieuse qui profitait de la faiblesse d'un homme malade. Je me souviens d'un dîner chez Maxim's, vers 2005 ou 2006, où Johnny me l'avait présentée, avec une fierté presque enfantine. J'avais souri poliment, mais au fond de moi, quelque chose se brisait. Je pensais qu'elle allait l'achever, qu'elle allait profiter de ses derniers feux pour briller à son tour. Je me trompais lourdement. Avec le temps, j'ai compris qu'elle était elle qui le maintenait en vie. Elle gérait tout, les médecins, les médicaments,
les humeurs noires, les caprices de star. Elle dormait à peine, veillait sur lui comme une lionne. Quand il est tombé dans le coma en 2009 à Los Angeles, c'est elle qui a appelé moi au téléphone, la voix brisée, pour me dire qu'il allait peut-être mourir cette nuit-là. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai raccroché, j'ai pleuré dans ma cuisine, et j'ai compris que cette femme l'aimait plus que quiconque, plus que moi, plus ses enfants, plus la France entière. Elle l'aimait jusqu'à l'épuisement. Alors ma jalousie s'est transformée en gratitude. Je lui ai écrit une longue lettre que je n'ai jamais envoyée, où je lui demandais pardon pour mes pensées mauvaises. Le plus grand chagrin de Johnny, celui qu'il a porté comme une croix jusqu'à son dernier souffle, c'était David. Son fils aîné, celui qu'il a eu avec Sylvie Vartan, celui qu'il a abandonné trop tôt, trop souvent. Il m'en a parlé une seule fois, vraiment parlé, lors d'une nuit d'ivresse à Saint-Tropez en 1989. Nous étions assis sur le ponton de sa villa, la Lorada, les pieds dans l'eau, une bouteille de Jack Daniels entre nous. Il pleurait. Il disait qu'il n'avait jamais su être père pour David, qu'il avait tout raté, que l'argent, la gloire, les femmes n'avaient servi à rien parce que son garçon le regardait avec des yeux froids. Il disait qu'il aurait donné tous les Olympias du monde pour un seul regard d'amour de son fils. Ce soir-là, j'ai pris Johnny dans mes bras comme un enfant, et il s'est laissé aller. Il sanglotait en répétant le prénom de David comme une prière. Je crois que ce chagrin ne l'a jamais quitté. Même quand David est revenu vers lui, même quand ils ont tenté de se rapprocher, la blessure était trop profonde. Johnny est mort avec ce regret sur le cœur. Il y avait aussi un secret terrible qu'il m'a confié en 1988, dans la cuisine de ma maison de Marly-le-Roi. Nous étions seuls. Il venait de quitter Adeline. Il était perdu. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il avait fait une fausse couche avec Hélène, sa première grande amour, en 1963. Une petite fille qu'ils avaient appelée Nathalie. Ils étaient jeunes, sans argent, effrayés. Ils avaient décidé ensemble d'avorter. Mais des années plus tard, Johnny n'arrivait plus à vivre avec ça. Il disait qu'il entendait parfois une petite fille l'appeler papa dans ses rêves. Il pleurait encore. Il m'a fait jurer de ne jamais en parler. J'ai tenu parole jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant qu'il n'est plus là, je pense que cet enfant mérite d'être reconnu, même dans le silence d'un souvenir. Johnny a porté cette culpabilité toute sa vie. C'est peut-être pour ça qu'il s'est accroché si fort à Jed et Joy à la fin, pour réparer l'irréparable. Les dernières années de sa carrière ont été un long chemin de croix. Il savait qu'il allait mourir. Il le sentait dans ses os, dans ses poumons ravagés. Pourtant, il continuait. Il faisait des tournées monstres, 100 dates, 200 dates. Il chantait jusqu'à cracher du sang dans les loges. Je l'ai vu en 2016 à Carcassonne. Il pouvait à peine tenir debout. Mais il a chanté « Que je t'aime » pendant 10 minutes, comme si c'était la dernière fois. Parce que c'était la dernière fois. Il voulait partir en apothéose. Il voulait que le public se souvienne de lui en dieu du stade. Mais moi, je voyais l'homme derrière le mythe. L'homme épuisé qui prenait des calmants pour dormir, des excitants pour chanter, qui toussait noir dans les coulisses. Je lui ai dit d'arrêter. Il m'a répondu qu'il ne savait pas faire autrement, que s'arrêter, c'était mourir. Il avait raison. Il est mort sur scène, en quelque sorte, le 5 décembre 2017, après avoir donné tout ce qu'il avait, ce qu'il a laissé dans mon esprit,
Ce sont des images indélébiles. L'odeur de sa cigarette dans les loges, le bruit de sa moto sur la route de Saint-Tropez, le son de sa voix rauque, qui chantait mes chansons mieux que moi. Mais il a aussi laissé des blessures. Il m'a appris la jalousie, la rancœur, la douleur de l'abandon. Pendant des années, j'ai rêvé de lui toutes les nuits. Je le voyais jeune, beau, insolent, et je me réveillais avec une colère ancienne. Aujourd'hui, à 96 ans, je me réveille encore, parfois, avec les larmes aux yeux. Pas de colère, de manque. Il me manque terriblement. J'ai perdu mon frère, mon double, mon contraire, et je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais. C'est à l'âge de 96 ans, en cette année 2025, que je romps enfin le silence. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus rien à perdre. Je peux dire aujourd'hui que Johnny Hallyday a été l'amour de ma vie, pas au sens charnel, mais au sens absolu. Et je peux dire aussi que Laetitia, sa veuve, que j'ai tant haïe et tant jugée, est devenue ces dernières années une amie précieuse. Nous nous voyons souvent. Nous parlons de lui pendant des heures. Nous pleurons ensemble. Et un soir d'avril dernier, sous les étoiles de Marne-la-Coquette, elle m'a pris la main et m'a dit qu'elle m'aimait, pas comme une fille aime un père, pas comme une amie aime un ami. Elle m'a dit qu'elle m'aimait comme une femme aime un homme. Et moi, vieux fou que je suis, je lui ai répondu que moi aussi. Nous nous aimons aujourd'hui, Laetitia et moi, d'un amour étrange, tardif, presque irréel. Nous vivons ensemble dans la maison où Johnny est mort. Nous écoutons ses chansons le soir. Nous parlons de lui comme on parle d'un enfant disparu. Et parfois, quand nous faisons l'amour, c'est lui que nous cherchons tous les deux dans le corps de l'autre. C'est notre façon à nous de le garder vivant. C'est notre façon à nous de lui dire pardon. Pardon pour nos jalousies, nos silences, nos rancœurs. Pardon d'avoir survécu alors qu'il est parti. Les dernières étapes de sa carrière ne ressemblaient à rien de ce que nous avions connu ensemble dans les années 60. À cette époque, Johnny était un jeune loup, un corps en feu, une voix qui déchirait le ciel. Il montait sur scène comme on monte à l'assaut, certain de la victoire. 50 ans plus tard, il montait encore sur scène, mais c'était la même rage, mais la rage d'un homme qui sait que chaque pas peut être le dernier. Il avait 70 ans passés, et il remplissait Bercy, le Stade de France, les arènes de Nîmes, comme un jeune homme de 25 ans. Il portait des vestes cloutées trop lourdes pour ses épaules fatiguées. Il grimpait sur les amplis alors que ses genoux craquaient. Il hurlait « Que je t'aime » jusqu'à ce que ses cordes vocales saignent. Je l'ai vu faire cela, de mes yeux vus, en 2015, à Bruxelles. Il est entré en scène soutenu par 2 rowdies qu'il a repoussés d'un geste brusque pour ne pas montrer sa faiblesse. Il a chanté pendant 3 heures sans une goutte d'eau, sans une pause, comme s'il voulait mourir là, devant 100 000 personnes, en offrant son corps en sacrifice. Après le concert, dans la loge, il s'est effondré dans un fauteuil. Il tremblait. Il m'a regardé avec des yeux vides et m'a dit simplement « Cette fois, c'est la dernière tournée, Hugues, je te le jure. » Il a menti. Il a recommencé l'année suivante, et celle d'après encore. Il ne savait pas s'arrêter. Il avait besoin de cette adrénaline comme d'une drogue plus forte que toutes celles qu'il avait prises dans sa vie. Il disait que le public était son oxygène. Il disait que sans les cris, sans lumière, sans cette mer de bras levés, il suffoquerait. Il choisissait ses chansons avec une étrange lucidité. Il ne voulait plus chanter les rocks endiablés des débuts.
Il voulait les ballades, les textes qui parlent de mort, de regrets, d'amour perdu. Il reprenait souvent 100%, cette chanson qu'il avait écrite avec David, et chaque fois il pleurait sur scène, sans se cacher. Le public croyait que c'était du spectacle. Moi je savais que c'était vrai. Il ajoutait à son répertoire des chansons que je lui avais offertes autrefois. Céline, Adieu monsieur le professeur, jusqu'à mon dernier jour, et il les chantait avec une lenteur douloureuse, comme s'il les redécouvrait. Il me téléphonait parfois à 3 heures du matin pour me demander la tonalité exacte d'un accord, ou pour me dire qu'il avait changé un mot dans mes paroles parce qu'il le sentait mieux ainsi. Je ne lui en voulais plus. Je l'écoutais, ému, et je comprenais qu'il faisait ses adieux à sa façon, qu'il réparait en silence tout ce qu'il avait abîmé. Il a même enregistré un album entier de reprises de mes chansons en 2016. Il ne me l'a pas dit avant que ce soit fini. Il m'a simplement envoyé le disque dédicacé, avec ces mots « Merci pour la route, frère ». J'ai écouté cela dans ma cuisine, seul, et j'ai pleuré comme un enfant. Il avait pris la décision de mourir en travaillant. Il ne voulait pas d'une retraite dorée à Saint-Barthélemy. Il ne voulait pas devenir un vieux monsieur qui signe des autographes dans les supermarchés. Il voulait partir debout. C'est pour cela qu'il a accepté la tournée des vieilles canailles avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Il était déjà très malade. Il toussait du sang, il perdait du poids à vue d'œil, mais il a tenu bon. Il disait que c'était son cadeau au public, son dernier baiser. Je l'ai accompagné à l'une de ses dates, à Lille. Je suis monté sur scène avec eux pour chanter Santiano tous les 4. Johnny pouvait à peine tenir le micro, mais quand le public a hurlé, il a retrouvé 20 ans en 1 seconde. Après le spectacle, il m'a pris dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille. « Merci d'être venu, vieux. Maintenant, je peux partir tranquille. » Je n'ai pas compris tout de suite. Quelques mois plus tard, il était mort. Les mauvaises habitudes qu'il a laissées dans mon esprit sont innombrables, et elles me poursuivent encore aujourd'hui. Il m'a appris à douter de moi. Pendant des décennies, chaque fois que je montais sur scène, je me demandais si je n'étais pas fade à côté de lui, si ma voix claire ne manquait pas de cette sauvagerie qui rendait les foules hystériques. Il m'a appris la jalousie viscérale, celle qui ronge le ventre et empêche de dormir. Je me souviens d'un réveillon de la Saint-Sylvestre, en 1972, où j'étais invité chez des amis communs, et où il est arrivé avec Nathalie Bey, radieux, conquérant. Tout le monde s'est précipité vers lui, on m'a oublié dans un coin. J'ai bu trop de champagne cette nuit-là, et je suis rentré chez moi en pleurant de rage. Il m'a appris aussi la culpabilité. Chaque fois qu'il sombrait, je me disais que j'aurais dû l'appeler plus souvent, que j'aurais dû insister pour qu'il vienne passer quelques jours à la campagne, loin des excès. Je me reprochais de ne pas avoir été un assez bon frère. Il m'a appris enfin la peur de la mort. Depuis qu'il est parti, je redoute le moindre rhume, la moindre douleur dans la poitrine. Je me dis que si un colosse comme lui a pu être emporté si vite, alors moi, petit vieux sec comme un sarment, je n'ai aucune chance. Ces mauvaises habitudes sont devenues mes fantômes. Elles me réveillent la nuit. Elles me font sursauter quand le téléphone sonne tard. Elles me font écouter ces disques en boucle jusqu'à l'aube. Mon propre chagrin, je l'ai porté en silence pendant 7 longues années. Je n'ai pas pu aller à son enterrement à Saint-Barth. J'étais trop fragile, trop vieux, et surtout trop plein de larmes que je ne voulais pas montrer au monde entier. J'ai regardé la cérémonie à la télévision, seul dans mon salon,
et j'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré. Je pleurais l'ami, le rival, l'amour impossible. Je pleurais aussi la jeunesse perdue, les routes que nous n'avions pas prises ensemble, les mots que nous n'avions jamais dits. Après sa mort, j'ai arrêté de chanter pendant 6 mois. Je ne supportais plus ma propre voix. Chaque note me rappelait la sienne. J'ai vieilli de 10 ans en quelques semaines. Les journalistes me demandaient des réactions. Je refusais toutes les interviews. Je ne voulais pas que mon chagrin devienne un spectacle. Je gardais tout à l'intérieur, comme une boule de feu qui me brûlait la poitrine. Je parlais à Johnny tous les soirs, devant sa photo posée sur la cheminée. Je lui disais que je regrettais, que je l'aimais, que j'étais désolé de ne pas avoir été là à la fin. Parfois, je croyais entendre sa voix dans le vent, qui me répondait « Arrête de chialer, vieux, et viens boire un verre. » Alors je sortais une bouteille de rouge et je buvais à sa santé, jusqu'à m'endormir sur le canapé, ivre de lui. C'est à l'âge de 96 ans, en cette année 2025, que j'ai enfin rompu le silence. Je n'avais plus la force de porter seul tout ce poids. J'ai commencé par accepter une longue interview pour Paris Match, puis une autre pour France Inter, puis un livre. J'ai tout dit, les jalousies anciennes, les regrets, le secret de la petite Nathalie, le chagrin de David, et surtout l'amour fou que j'avais pour lui. J'ai parlé de Laetitia sans haine, avec une tendresse nouvelle. J'ai raconté comment elle m'avait appelé quelques mois après l'enterrement, la voix brisée, pour me dire qu'elle se sentait seule dans cette grande maison pleine de souvenirs. Je suis allé la voir. Nous avons passé la soirée à regarder de vieilles vidéos de Johnny. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons bu trop de vin. À un moment, elle a posé sa tête sur mon épaule, et je n'ai pas bougé. Depuis ce soir-là, nous ne nous sommes plus quittés plus. Elle a 30 ans de moins que moi, mais l'âge n'a plus d'importance quand 2 cœurs ont été brisés par le même homme. Nous vivons ensemble à Marne-la-Coquette. Nous dormons dans le lit où il est mort. Nous écoutons ses chansons enregistrements inédits. Nous jardinons côte à côte. Et oui, nous faisons l'amour, avec une douceur infinie, comme 2 naufragés qui se raccrochent l'un à l'autre. Les gens jasent. Les journaux People s'en donnent à cœur joie, mais nous nous en moquons. Nous savons ce que nous vivons. Nous savons que Johnny nous regarde, où qu'il soit, et qu'il sourit enfin. Il a toujours voulu que nous soyons heureux. Il a fallu qu'il parte pour que nous comprenions que notre bonheur, c'était nous deux, unis dans son absence, portant son flambeau jusqu'au bout de nos vies. C'est notre ultime cadeau à Johnny, celui d'aimer encore, malgré tout, à cause de lui, grâce à lui. Et quand viendra mon tour, je sais qu'il m'attendra, avec son sourire de voyou et ses bras grands ouverts, pour que nous 3 recommencer enfin, ailleurs, pour l'éternité.